Merci, mesdames et messieurs, d'être là si tôt un samedi matin, mais le sujet en vaut la peine. Il était impossible de faire une semaine sur Mon corps est-il à moi sans analyser et débattre et discuter ensemble du genre, c'est-à-dire de la manière dont chacun se considère et considère sa personnalité sexuelle. Et donc, c'est dans le débat et dans, j'allais dire, l'intérêt collectif que nous avons tous pour nous faire à chacun notre propre idée, que nous avons conçu cette table ronde. Et je présenterai au fur et à mesure les intervenants. Mais je vais d'abord donner la parole au professeur Marc Revol, qui est professeur de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique à l'université Paris 7, pour définir et présenter le sujet. Marc, vous avez la parole. Merci pour votre invitation. Merci pour l'honneur que vous me faites en supposant que je suis spécialiste de ce domaine. Je ne suis qu'un chirurgien et je ne connais qu'une partie très limitée du domaine. Le genre est un problème complexe. On a l'habitude maintenant de désigner le problème sous de nébuleuse transgenre ou de gender non-conforming people. Et dans cette vaste nébuleuse, je ne connais que les personnes qui demandent l'aide de la médecine ou de la chirurgie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Et je ne pourrais pas vous parler de celles qui ne demandent pas l'avis ou l'aide de la médecine ou de la chirurgie. Je ne sais pas comment ça marche, ça. Ah, je ne mets pas les mains dessus, voilà. Pour un chirurgien, c'est difficile. Voilà. Donc, je ne sais pas trop que vous dire. Dans ces gender non-conforming people, donc je ne connais que ce qui s'appelait naguère les personnes transsexuelles. Ce sont des personnes, je ne connais pas le problème des personnes intersexuées qui présentent une atypie de différenciation du sexe, soit chromosomique, soit gonadique, soit anatomique dès la naissance ou dans la petite enfance. J'ignore complètement ces problèmes-là. Je ne connais que chez les adultes les personnes qui veulent changer parce que leur corps n'est pas en harmonie avec le genre psychologique ou social qu'elles ressentent. Ayant un corps d'homme, je me sens une femme ou vice-versa. Donc ça, c'est le problème que je connais, dont j'ai l'expérience depuis presque 40 ans. Que vous dire d'autre? Je ne sais pas. Notre société a vécu un progrès phénoménal, car il y a aussi grâce aux chirurgiens, mais pas que, des solutions au prix de certaines limites et en sachant qu'il reste encore des questions non résolues. Et donc, ces progrès ont été permis d'une certaine manière par la médecine. L'objet du Forum européen de bioéthique, c'est de questionner ce que les progrès médicaux amènent sur cette question. Alors vous avez tout à fait raison de dire on vit une époque formidable parce que les progrès médicaux ont permis de trouver une solution extrêmement efficace pour soulager la dysphorie de genre. Parce que quand le sexe psychologique ou social qu'on appelle le genre, ou que en tout cas avec mon vocabulaire limité j'appelle le genre, ne correspond pas au corps, de cette incongruence résulte une dysphorie, une souffrance qu'on appelle une dysphorie de genre, c'est actuellement le terme consacré. Et cette souffrance est authentique, profonde, c'est vraiment quelque chose de poignant. Et on ne connaît absolument pas les causes actuellement, on ne connaît rien du tout sur les causes de cette incongruence, de cette dysphorie, mais ce qu'on a remarqué depuis une bonne quarantaine d'années maintenant, c'est qu'en transformant le corps grâce aux hormones et grâce à la chirurgie, eh bien on peut très efficacement soulager, apaiser, voire même dans certains cas faire disparaître cette souffrance.
Et ça, c'est grâce effectivement à la médecine. Donc la médecine a trouvé des choses qui sont remarquablement efficaces sans en connaître, sans en comprendre les causes. Mais, comme vous l'avez très bien souligné, ces progrès phénoménaux dans le domaine médical se sont accompagnés de progrès sociétaux. Et ces progrès sociétaux, ils remontent aussi à 40 ans, puisque la première intervention de réassignation génitale homme-femme avait eu lieu en avril 79 à Paris, et que depuis le premier jour, l'assurance maladie en France rembourse intégralement toutes les dépenses qui sont liées aux hormones et à la chirurgie, y compris les transports. On est le seul pays au monde à le faire. On vit dans un pays extraordinairement évolué à ce niveau-là. Ça s'est complété le 16 novembre, en novembre 2016 en tout cas, je ne sais plus si c'est le 16, en tout cas c'était en novembre 2016, par la loi de modernisation de la justice, qui permet de changer d'état civil sans aucun prérequis ni médical ni chirurgical, ce qui fait qu'actuellement, sans le moindre doute, les personnes qui demandent l'aide de la médecine ou de la chirurgie le font sans que rien ne les y oblige. Donc elles font ça dans une démarche volontaire et leur souffrance les amène à consulter les médecins et les chirurgiens. Et ce traitement fait l'objet, évidemment, comme tous les traitements tous les traitements en médecine et en chirurgie, fait l'objet d'un consentement éclairé qui doit être précédé d'une information la plus loyale possible, qui relève de la loi Kouchner de 2002 et du code de déontologie médicale. Et c'est là où on pourra commencer à parler des limites. Alors, justement, je voulais en arriver aux limites. Les médecins ont une espèce de règle qui est d'ailleurs qui nous vient de la société, d'abord ne pas nuire. En 40 ans, vous avez été confronté à de très nombreuses situations. Ma question est, y a-t-il des regrets après la chirurgie? Justement, c'est une excellente question. Il ne faut pas perdre de vue, sur le plan déontologique, que les personnes à qui s'adresse le traitement hormonal et chirurgical sont parfaitement saines. Elles ne présentent absolument aucune anomalie biologique, corporelle. Elles sont entièrement saines. Et les risques, tant du traitement hormonal que du traitement chirurgical, sont très loin d'être négligeables. Ils sont réels, ils peuvent être très graves. Il y a donc un rapport bénéfice-risque à poser en fonction de tout un tas de paramètres. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et je viens à votre question, c'est l'irréversibilité à partir d'un certain stade de ces traitements, tant hormonal que chirurgical. Et évidemment, en la matière, des regrets seraient catastrophiques. D'où les conseils, les règles de prudence qu'adoptent toutes les équipes au monde qui s'occupent de cette question. C'est d'une part le caractère multidisciplinaire de la prise en charge, avec des psychiatres, psychologues, endocrinologues et chirurgiens. D'autre part, des concertations entre ces praticiens, avec, on appelle ça des RCP maintenant, ça n'est pas propre aux questions de transgenre, dans beaucoup de domaines de la médecine compliquée, on fait des RCP dans lesquels plusieurs spécialités concernées traitent de la question, de façon à ce que tout le monde soit d'accord. Et dans ces RCP se décide en particulier l'éligibilité au traitement hormonal ou chirurgical entre les médecins de ces différentes spécialités qui sont concernés par la personne dont on parle. Donc ce sont ces RCP qui nous assurent la prudence et le recul nécessaires pour éviter les regrets dont vous parlez, qui existent. Alors j'ai eu la chance dans ma carrière d'être entouré par une équipe brillante qui m'a évité de connaître ces situations, mais néanmoins dans nos congrès internationaux, on entend périodiquement parler, soit dans les congrès, soit dans les publications, et il y en a une récente qui vient de sortir, une publication d'une équipe de Belgrade et d'Amsterdam, conjointe, qui faisait état de 6 regrets. Donc il y a aussi des solutions, mais ça devient de plus en plus difficile. Je reviendrai vers vous sur les limites et sur les questions non résolues. Mireille Bonirbal, vous êtes psychiatre et présidente de l'AIUS, une société savante de sexologie la plus importante de France. Et vous vous intéressez depuis toujours, depuis que je vous connais,
à ces problèmes de rapport entre le corps et le sexe psychique. Merci de m'avoir invité, parce que c'est un forum que je trouve magnifique. Et je m'y intéresse parce que j'y ai été confrontée. Lorsque j'étais jeune interne, j'avais l'honneur d'avoir pour maître le professeur Jean Vague, qui est un des premiers à avoir posé en France, je crois, son regard sur les transsexuels et qui pensait en obtenir un prix Nobel parce qu'il avait fait des recherches sur les causes génétiques qui étaient afférentées. Et donc avec un pionnier également qui était le professeur Bureau, à ne pas confondre avec le professeur Bureau, qui opérait au Maroc et qui s'était lancé aussi dans cette aventure de transformer des corps de personnes qui souffraient de leur genre. Confronté, moi c'était la première fois que je voyais ça et je crois qu'on m'avait appelé parce que j'étais psychiatre et qu'il fallait être couvert par un psychiatre, mais c'était pas pour ça qu'à l'époque les psychiatres couvraient quoi que ce soit et que de surcroît ils avaient leur mot à dire, sinon d'être présents, dire que ça avait été vu par un psychiatre, ça n'allait pas plus loin que ça. Alors, on m'a demandé de traiter la géométrie variable du genre, donc j'ai essayé de réfléchir à ce que ça pouvait dire et je vais donc peut-être un petit peu commencer à parler un peu du genre et voir comment il peut se mettre à varier et avoir cette géométrie qui change. Et qu'est-ce que ça change au regard de tous, parce que je crois que c'est ça qui est important. Bien sûr, j'ai un chat dans la gorge. Donc, on parle de genre, vous le savez, en grammaire, pour distinguer les mots qui expriment le féminin, le masculin, le neutre, selon les grammaires, selon les pays. Mais le genre peut désigner, et c'est à cela que nous sommes peut-être plus confrontés dans notre champ de travail, à ce que ça peut être également un sentiment d'appartenance qu'a une personne à une identité de genre, à une identité féminine ou une identité masculine. Et c'est cela qui va introduire justement ce concept identitaire qui est le côté important qui va nous permettre de voir qu'on commence à séparer quelque chose qui serait de l'identité psychologique et du sexe bêtement biologique et morphologique que porterait le corps. C'est en tout cas quelque chose qui est en train d'évoluer dans les représentations. Et vous avez vu hier qu'on a beaucoup parlé des représentations et de la place de l'imaginaire. Et c'est là que les imaginaires de chacun vont jouer sur la façon dont ils peuvent effectivement peut-être se sentir vivre et interpréter le monde. Donc le vocabulaire s'est enrichi. Il s'est enrichi justement de plus en plus d'identités genrées. On trouve des personnes qui sont à genre fluide, c'est-à-dire qu'elles ne s'identifient plus au genre masculin ni au genre féminin, mais elles peuvent aller de l'un à l'autre de manière fluide. Masculin le matin, féminin le soir, je fais une caricature, hein. C'est pas aussi simple, mais pouvoir varier, et c'est cette variation qui est importante parce qu'elle n'est pas fixée. Et vous verrez que pour nous, médecins, ce qui est important, c'est que l'identité de genre soit fixée et avec une souffrance, c'est la fixation, la durée dans le temps qui s'accompagne d'une souffrance qui semble irréversible, qu'effectivement, cela va nous concerner. Parce que c'est ceux-là qui, s'ils ont une demande, nous allons tenter de leur répondre avec les moyens de la science parce qu'il semble, dans notre expérience et dans l'expérience internationale, qu'apporter cette réponse de transformation du corps à des personnes qui ont une identité fixée et irréversible de l'autre genre et qui en souffrent, et d'une manière très, très importante,
qui nous atteint et par laquelle on ne peut pas ne pas avoir d'empathie. L'empathie est importante en médecine. Que, effectivement, cette réponse va les apaiser et que, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les statistiques qui ont été faites sur des milliers de personnes qui ont été opérées dans des conditions dans lesquelles, effectivement, on a pris le temps d'attendre, de savoir si les choses étaient fixées, si la dysphorie de genre était là en permanence avec cette souffrance, et qu'on les opère et qu'on leur donne des traitements hormonaux qui transforment leur corps dans le sens féminin s'ils sont masculins et dans le sens féminin s'ils sont masculins. Et également des interventions chirurgicales qui peuvent effectivement faire des plasties vaginales ou bien phalliques, de pénis, excusez-moi, phallique c'est un autre sens. Et bien à ce moment-là, ces gens-là sont apaisés et ils deviennent... Alors, je vais utiliser volontairement un mot que vous verrez qu'il faut qu'on caricature, ils vont devenir normaux. C'est-à-dire qu'ils vont se fondre dans la masse sociétale, ils ne vont plus demander quoi que ce soit. Et effectivement, moi, j'en suis depuis parce que c'est important de les suivre non pas parce qu'ils sont à médicaliser, mais parce qu'on leur demande d'être le témoin, de savoir ce qui se passe pour savoir si nous, ce que nous faisons, ça sert à quelque chose. Il y a des personnes que je suis depuis 15 à 20 ans, qui sont comme moi, va trinquer, prendre un pot. Quand on va au cabinet, on discute de ce qui s'est passé dans leur vie, mais ce n'est plus une souffrance. Et ça, c'est important parce que ça nous rassure. Parce que c'est vrai que quand on s'est lancé dans cette aventure, c'était quand même une aventure. Il fallait savoir si on avait raison. Alors, la géographie, la géométrie du genre, est-ce qu'elle est variable? Je vous l'ai dit. Mais est-ce qu'il y a donc, on voit effectivement qu'il y a une progression, il y a de plus en plus de fluidité, vous regardez autour de vous, dans la mode, dans ce qui est montré à la télévision, dans les discours, on en tient compte de plus en plus de ce qu'il peut y avoir d'autres genres et qui peuvent être variables. Est-ce qu'il y a un lien entre cette visibilité et la progression des autres domaines? Alors, bien sûr que les variations genrées ont une visibilité reprise par les publications scientifiques, comme vous le disiez Marc Revol, les sciences sociales en particulier, et elles sont de plus en plus ciblées par la presse, le cinéma, elles nourrissent les réseaux sociaux, qui en sont les témoins, mais aussi des renforçateurs en écho de leur prise d'espace. Ça, il faut qu'on le garde un petit peu dans un coin. Et les accès de plus en plus ouverts à des techniques médicales comme nous a mis en place le professeur Revol permettent des métamorphoses corporelles de plus en plus complexes et qui répondent aux attentes de ceux qui demandent ces métamorphoses pour pouvoir entrer, pour pouvoir être en accord avec leur genre vécu. Et puis, il y a aussi des renversements de concepts qui sont liés à ce qu'il y a des visibilités qui peuvent apparaître et s'exprimer. C'est les renversements de concepts qui sont ceux auxquels on a assisté, par exemple, pour l'homosexualité. L'homosexualité était réprouvée, et puis elle s'est transformée depuis les années 80. Elle était réprouvée avant les années 80, et puis elle s'est transformée depuis 2004 en lutte contre l'homophobie. Vous voyez, on est passé à contre les homosexuels à pour les homosexuels. Je schématise. L'évolution des droits humains pour l'égalité homme-femme aussi lutte contre les discriminations de genre. Donc tout ceci permet que les choses s'expriment de mieux en mieux, et les changements juridiques dont on va nous parler tout à l'heure également, qui simplifient de plus en plus les modifications de l'état civil, on en parlera tout à l'heure. Alors il faut regarder quel est un témoin, une illustration que l'on peut avoir de l'augmentation de cette visibilité. Une progression quantitative d'abord. Il y a eu une enquête récente qui a été lancée par le ministre des Femmes et des Égalités britannique et qui a révélé en 2018, c'est tout neuf, que le nombre de jeunes filles ayant opté pour un traitement sexo-spécifique comme les injections d'hormones, c'est-à-dire
des hormones mâles, pour prendre un genre masculin, a été multiplié par 45 en 10 ans. Multiplié par 45. Le nombre d'enfants à avoir choisi de changer de genre par divers moyens a été multiplié par 26. 45 enfants dans cette étude étaient âgés de 6 ans ou moins, le plus jeune n'ayant que 4 ans. Et vous avez vu que ces cas-là sont repris par la presse et montés un petit peu en image de héros. Je mets le mot héros comme il y avait avant les aviateurs, comme avant il y avait les infirmières, c'est-à-dire les valoriser, ceux qui avaient le droit à la presse. Et il faut se poser la question aussi de ce que ça peut avoir comme modèle, et donc comme changement de modèle de la société, et quel rôle cela peut avoir sur les changements. Sur les changements de stéréotypes, par exemple. Dans notre environnement social actuel, socioculturel, on attend le plus souvent d'un individu qu'il s'annonce ayant une identité masculine ou féminine, le genre masculin et le genre féminin. Et qu'est-ce qu'on voit? On va nous en parler bientôt. On voit l'apparition de l'écriture inclusive qui, je corrigerai si je me trompe, qui cherche à changer les mentalités sur l'égalité homme-femme par le langage, avec un genre neutre. Dans l'état civil, enfin, c'est pas l'état civil d'ailleurs, c'est de la visibilité toujours, le sexe. Le sexe qui correspond aux caractéristiques physiques et biologiques d'une personne. Il est annoncé sur nos pièces d'identité, sur la carte d'identité, sur le passeport. Et là aussi, c'est quelque chose qui est en train d'être remis en question, cette visibilité. Déjà dès 2015, dans les droits de l'homme, je ne me trompe pas. Là, vous me corrigez si je me trompe, parce que vous êtes le spécialiste. Il y avait cette interrogation. Dans une société qui combat les discriminations fondées sur le sexe et qui a légalisé le mariage homosexuel, il peut sembler inutile de continuer à constater officiellement le sexe et la personne dans les actes de l'état civil et dans les documents officiels. Ce sont les études de genre qui ont pointé les différentes socialement construites entre les femmes et les hommes en mettant en valeur justement le rôle des stéréotypes. Rappelons que le stéréotype, c'est la somme des caractéristiques typiques d'une femme ou d'un homme et qui est déjà à géométrie variable selon les pays, les époques, les groupes sociaux, les cultures, les religions. Les stéréotypes peuvent se transformer, et c'est ça qui est important, c'est que ce n'est pas neutre. Ça peut se transformer en règles de fonctionnement, en règles implicites de fonctionnement. Et ceux qui ne s'inscrivent pas dans les codes, ces codes qui sont en somme définis comme des normes sociales, peuvent alors subir des critiques et des discriminations. Par exemple, récemment, il y a eu à l'Eurovision, notre représentant français, Bilal Hassani, depuis qu'il a été pris de l'Eurovision, il est victime, enfin il n'a pas encore été pris, mais qu'il a été sélectionné, il est victime d'insultes homophobes. Rappelez-vous que c'est celui qui chante « Je ne suis pas dans les codes » et ça dérange beaucoup. Les évolutions des stéréotypes, c'est très intéressant. Regardez l'apparence. L'apparence est un stéréotype. Les témoins en sont les habits masculins ou féminins. À l'heure actuelle, il y a une évolution qui est vers l'unisexe. À l'heure actuelle, depuis quelques années. Et on a changé de signifiant, entre guillemets, stéréotypique, c'est-à-dire que le bleu n'est pas fait plus que pour les hommes et le rose pour les femmes, et le pantalon également est devenu neutre, et la mode est de moins en moins binaire. Le comportement, il y avait également, comment dirais-je, une discrimination pour les hommes efféminés.
Rappelez-vous, dans Starmania, il y a 20 ans, pour ceux qui étaient là il y a 20 ans, mais il doit y en avoir quand même, Ziggy était celui qui était un garçon pas comme les autres. Par contre, on supporte plus facilement qu'une femme soit garçon manqué, parce que peut-être elle va vers le côté masculin qui est mieux toléré, je ne sais pas. Il y a des réflexions à faire. Et puis, il y a des professions qui sont typiquement attribuées classique, le BTP d'un côté pour les hommes, diététicienne, couturière pour les femmes, danseurs. Et vous voyez, à l'heure actuelle, il y a Girl, ce film qui nous interroge justement, dans lequel Girl est une transgenre, qui rêve de devenir danseuse étoile et dont le père fait tout ce qu'il peut pour que son enfant, qui est né garçon, devienne effectivement un jour la jeune fille qu'elle se sait être. Alors, en quoi c'est important ? C'est que les conséquences des stéréotypes qui peuvent être de ne pas donner la même... Ça peut être quoi? Ça peut être de ne pas donner la même éducation aux filles et aux garçons, pas les mêmes jouets, pas les mêmes idéaux pour leur avenir. C'est à la base du sexisme. La prise de conscience est important aussi, que la prise de conscience de ces conséquences, de ces souffrances, peut se traduire par un sentiment d'amputation de liberté individuelle, comme si chacun se sentait dépouillé de sa propre identité par celui qui en affirme une différente. Et on le vit dans plein d'autres manifestations comme celles qu'il devrait avoir aujourd'hui à Strasbourg et qui sont de la même ordre de se sentir dépouillé de sa propre identité par celui qui en affirme une différente ou qui en a plus ou qu'on croit en avoir plus. Il y a aussi un changement avec ces variations de genre dans les sexualités. Celle qui avait été pionnière dans les études de genre, Judith Butler, a introduit, en plus de la notion de différence de genre, comment dirais-je, la dimension sexuelle, la dimension du désir. Ainsi, si vous introduisez dans, c'est marrant au niveau sémantique, dans le désir, la sexualité dans la binarité des genres, vous voyez que vous modulez cette distinction. Le désir sexuel n'est plus lié au sexe biologique. Et alors, vous avez trois pôles indépendants. On peut être femme au niveau biologique, ressentir un genre d'homme, avoir un désir homo, hétéro, bi ou même asexuel. La géométrie est éminemment variable. Les changements aussi, c'est dans les prises en charge. Côté clinicien, côté médecine, on a reconnu cliniquement la dysphorie du genre comme une expression de la souffrance, on vous l'a dit, on le redira, de ce désaccord dont on cerne mal l'étiologie. Et cette prise en charge des dysphories de genre par le corps médical a appelé, s'est accompagné, a eu besoin d'accompagnement, de changements juridiques. Marc vous a dit qu'en 1979, il y a eu la première intervention chirurgicale, mais en 1956, peu avant, l'avocat général Lyndon avait réagi à l'éventualité d'un traitement chirurgical des transsexuels et il avait conclu, écoutez bien, parce qu'à l'heure actuelle, ça peut sembler incroyable, que tout chirurgien qui opérerait en France un transsexuel serait passible de l'article 316 du Code pénal qui punissait de la réclusion à perpétuité le crime de castration. Moi, quand je suis arrivée à cette époque-là, on faisait très attention parce qu'on était encore... il fallait faire très attention à ne pas être attaqué. Ce n'est qu'en 1962, le Conseil de l'ordre des médecins avait pris nettement position en déclarant que les interventions qui n'avaient pas un but strictement médical et une indication médicale étaient à rejeter. Et puis, il commence un petit peu à être interpellé parce qu'il y avait eu
pas mal de choses et des condamnations par la Cour européenne de la France, justement par son attitude. Et les commentaires du Code de déontologie médicale commencent à admettre en 1983, c'est pas très vieux, la notion de sexe psychologique dont parlaient les psychiatres et dont on leur riait, et même les psychanalystes, parce que dans les psychiatres, il y a les psychanalystes et les autres. Les psychanalystes riaient des psychiatres qui admettaient l'identité psychologique. Et donc en 1983, on dit qu'effectivement, on ne doit pas leur refuser parce que ça pourrait améliorer leurs conditions et de vie et leur comportement social. En 1992, le Conseil d'État autorise les transsexuels à changer de prénom et de sexe à l'état civil, mais demande un parcours médical. 20 ans après, en 2012, on lève l'exigence d'un traitement hormonochirurgical, mais on demande qu'il y ait une irréversibilité de la transformation de l'apparence de la personne qui demande. Et en 2017, tout s'arrange. On peut d'un côté demander son changement d'état civil, ne pas s'obliger à faire des interventions, et on peut demander des interventions. Donc il y a un assouplissement des conditions, et peu à peu, le changement de géométrie du genre change la perception de l'image d'un corps sans norme de genre, véhiculant de plus en plus une mode à genre. Les demandes de soins pour dysphorie de genre, sur les 40 ans qui nous séparent en France des premières interventions, traitement hormonochirurgical, elles montrent un changement progressif des demandes de ces traitements, évoluant de plus en plus vers celles de populations, et ça c'est très intéressant, de moins en moins typées, qui pourraient être apaisées non plus par toute une demande forcenée d'intervention, de métamorphose, mais simplement par un changement d'état civil sans demande médicale. C'est en cela qu'il y a beaucoup à réfléchir. Ou alors des demandes chirurgicales à la carte, le haut, pas le bas, pas le haut. Donc vous voyez que cette évolution sociétale est de plus en plus ouverte aux discours qui étaient jusque-là minoritaires, qui luttaient contre les discriminations du genre, et qu'elle a une conséquence qui touche surtout les plus jeunes générations. Les jeunes générations qui y baignent. On voit rajeunir les demandes de soins, on voit fleurir sur Facebook et YouTube et les réseaux sociaux des questionnements de genre d'adolescents qui doutent de leur capacité à habiter leur genre. On ouvre des consultations spécialisées pour des enfants et des ados dont le malaise identitaire est reconnu par les parents. Mais, et c'est juste, je termine là, moi c'est la question que je me pose, c'est comme s'il y avait de nouveaux stéréotypes qui sont renforcés par les honneurs de la presse, facilités par la possibilité de se livrer sur Internet et sur les réseaux sociaux, et une sorte d'identité, je vous l'ai dit tout à l'heure, de nouveaux héros du genre, dont notre société nourrit en boucle ses doutes, ses convictions, ses croyances et ses règles implicites dans une variabilité de géométrie du genre dont on a encore à voir les conséquences. Merci Mireille. Benjamin Moron-Puech, vous êtes enseignant universitaire au laboratoire de sociologie juridique de l'université Panthéon-Assas et il me semble intéressant de vous interroger sur la binarité du genre et sur les conséquences de cette binarité du genre dans notre pays. Benjamin Moron, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Nizan, pour cette invitation. Il y a 3 ans, j'étais ici dans la salle et je me souviens de débats assez houleux que nous avions pu avoir avec les intervenants sur le thème des mutilations génitales sur les personnes intersexuées. Et malgré ces débats difficiles, vous avez eu l'amabilité de me réinviter aujourd'hui et je vous en remercie. Cela témoigne du souci de dialogue et du lieu d'échange que constitue ce forum. Alors, avant de commencer, il faut que je situe ma parole, ça me paraît important. Donc, vous l'avez dit, je suis un universitaire. Je suis également membre d'une association qui essaye de défendre les droits des minorités sexuées et de genre.
mais je ne suis pas, pour ma part, je n'intègre pas ces minorités-là. Donc, sans doute, mon point de vue est biaisé par mon appartenance aux catégories majoritaires. Et il eût été heureux que davantage de personnes concernées soient présentes à la table, mais... Je sais que vous avez fait des efforts, j'allais le dire. Je m'octroie le privilège de choisir qui j'invite et je dénie à quiconque le droit de me conseiller. On peut venir nous aider à organiser, mais la diversité de la table m'a été reprochée, comme maintenant elle m'est reprochée dans le sens inverse. Donc j'assume en tant qu'organisateur qui j'invite. Et je dois saluer néanmoins votre effort, puisque lorsque vos remarques ont été faites, vous avez essayé de corriger cela. Donc, rentrons dans le sujet. Au départ, je vous avais dit, lorsque vous m'avez posé cette question, mon genre est-il à géométrie variable? Cette question, je ne la comprends pas, elle me gêne, et je vous avais dit, je vais vous parler de toute autre chose, je vais vous parler de la binarité du genre et des problématiques qu'elle pose. Et puis je me suis dit, finalement, les gens qui viennent ce matin, ils viennent parce qu'ils ont vu ce sujet. Et donc, ce serait en quelque sorte les trahir la confiance qu'ils ont placée dans les organisateurs, que de ne pas répondre à la question qui est posée. Alors, je voudrais commencer par essayer de comprendre cette question et vous faire part des interrogations qui ont été la mienne, et une fois que nous l'aurons ainsi comprise, tenter d'y répondre. Mon genre est-il à géométrie variable? Alors, les intervenants qui m'ont précédé ont échafaudé des premières définitions du genre. En tant que juriste, je voudrais vous donner la définition qu'en donne le Conseil de l'Europe, une institution internationale qui a son siège à Strasbourg. Dans une convention de prévention et de lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique, on trouve dans cette convention, dite convention d'Istanbul, la définition suivante du genre. Les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits qu'une société donnée considère comme appropriées pour les individus d'un sexe donné. Alors cette longue définition, si on la synthétise, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Eh bien que le genre est une notion socialement construite par notre société qui vient se surajouter sur un donné biologique. Donc le postulat de cette définition, c'est qu'il est possible de séparer le sexe biologique de données socialement construites, le genre. Et dans les échanges que nous avons eus déjà ce matin, vous avez pu peut-être percevoir que cette dissociation n'était pas forcément évidente pour tout le monde. J'ai entendu par exemple l'expression sexe psychologique ou sexe social à plusieurs reprises, qui témoigne peut-être d'une difficulté à séparer les deux. J'ai entendu également l'expression la biométrie est évidemment variable après des propos concernant tant le sexe que le genre que l'orientation sexuelle. Donc une tendance à ramener tout cela au biologique qui peut être discuté. Donc dans le paradigme tel que vous nous proposez, professeur Nizan, le terme genre est pleinement accepté, la possibilité d'une dissociation du biologique est acceptée. Alors, cela étant, mon genre est-il à géométrie variable? Mon genre, ça ne colle pas tout à fait avec cette définition. Parce que vous avez vu que dans cette définition, c'est la société qui apparaît comme construisant le genre. L'individu n'est pas présent. Mon genre, qu'est-ce que ça veut dire, mon genre? Alors, pour donner un sens à cette interrogation, il faut introduire deux autres concepts. L'identité de genre, d'un côté, et l'expression de genre, de l'autre. Ces deux concepts renvoient à une expérience et à une expression que chaque individu peut avoir de son positionnement par rapport aux catégories qui nous sont données de l'extérieur. Le genre nous est donc construit socialement et comment nous nous vivons, comment nous nous percevons par rapport à cette catégorie. Ce sentiment que nous avons d'appartenir ou non à l'une des catégories existantes, c'est ce qu'on appelle l'identité de genre. Cette identité, vous pouvez la partager avec les autres ou la garder pour vous. Tout comme la religion, vous pouvez la garder pour vous ou la partager avec les autres. Lorsque vous la partagez, c'est ce qu'on appelle l'expression de genre. Et tous, vous avez sur votre carte d'identité une mention du sexe, qui est en réalité une mention de genre, qui vient donc exprimer quel est votre genre de manière officielle pour la société. Donc en réalité, quand on dit mon genre, on renvoie soit à mon expression de genre, soit à mon identité de genre. C'est comme cela, en tout cas, que je comprends la question, enfin la première partie de la question. Ensuite, il y a l'expression à géométrie variable. Alors, si je prends le dictionnaire de l'Académie, qui n'est d'ailleurs pas rédigé par les académiciens, comme va peut-être nous le rappeler Alferaz, si je prends le dictionnaire de l'Académie, à géométrie variable est défini comme qui peut s'adapter à différentes situations, à différentes contraintes.
mon genre peut-il s'adapter à différentes situations, à différentes contraintes? Alors, est-ce que cette question renvoie à mon identité de genre ou à mon expression de genre? Envisageons les deux hypothèses. Mon identité de genre est-elle à géométrie variable? Ça voudrait dire que je changerais d'identité de genre comme de chemise. Alors pour ma part, les personnes concernées que j'ai pu rencontrer ne m'ont pas du tout paru changer d'identité de genre comme de chemise. Même si elles osaient franchir le pas de l'affirmation de leur genre tardivement dans leur vie, compte tenu de la libération des mœurs, elles me disaient à chaque fois, depuis que j'ai pu me penser, j'ai compris que je n'étais pas ce que l'on disait que j'étais. Donc, pour ma part, je n'ai pas l'impression que si l'on comprend la question comme « mon identité de genre est-elle à géométrie variable ?», à mon avis, la question n'a aucun sens. Qu'en est-il sur mon expression de genre? C'est-à-dire la manière que j'exprime et la manière aussi dont la société me force à exprimer mon positionnement par rapport aux catégories. Là, en revanche, la question est plus pertinente. Un exemple. Lorsque les colonisateurs sont arrivés sur les terres où étaient présents des autochtones, ces autochtones avaient des catégories de genre différentes des nôtres. Ces catégories n'étaient pas forcément binaires. Alors on le sait peut-être pour les Inuits, qui ont été particulièrement étudiés par Bernard Saladin d'Anglure, mais cela se rencontre aussi pour les autochtones des Amériques, notamment peut-être la catégorie la mieux connue, ce sont les two spirits, tels qu'on les a décrits, les deux esprits. Mais en Europe de l'Est, nous avons également d'autres catégories de genre. Et donc quand ces gens-là ont été colonisés, eh bien, le colonisateur victorien au XIXe siècle, très conservateur, est arrivé avec son binarisme. Et comme le dit une survivante autochtone, la première chose qu'ils ont faite était de nous diviser, garçon-fille. Fille par ici, garçon par là. Les filles portent les blouses, les garçons portent les pantalons. Donc ces gens-là, leur expression de genre a été modifiée par l'arrivée du colonisateur. Toutes les personnes qui avaient une expression de genre non binaire, parfaitement acceptée, ont dû effectivement modifier l'expression de ce genre du fait de la pression sociale. Mais sans aller sur ces périodes historiques, on peut aujourd'hui prendre un exemple d'une personne allemande. Vous savez qu'en Allemagne, le législateur permet désormais des identités de genre non binaires, mais seulement pour les personnes intersexuées. Si un Allemand vient en France, en Allemagne, il a une expression de genre non binaire, divers est indiqué à son état civil, il vient en France. La Cour de cassation nous a dit dans un jugement critiquable de 2017, il n'y a que les hommes et les femmes, donc lui, son expression de genre va changer quand il passe la frontière. Donc effectivement, là, la question a un sens. Oui, mon genre est à géométrie variable. Alors cela étant, on ne peut pas se contenter d'un oui, et du coup, pour vraiment donner à la question son intérêt, il me semble qu'il faut la reformuler de la manière suivante. Et ça sera le deuxième temps. Mon identité de genre est-elle trop à géométrie variable ou pas assez à géométrie variable? Il me semble que c'est dans le trop ou le pas assez qu'est véritablement la question. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Alors, est-ce que mon identité de genre est trop variable? Alors, a priori, ça serait plutôt un jugement extérieur de personnes qui ne sont pas concernées et qui vont dire « ces gens-là changent trop facilement de genre, c'est n'importe quoi, les fondements anthropologiques de notre civilisation sont remis en cause. » Vous voyez très bien le type de discours. Bon. Alors, qu'en pensez? Est-ce que c'est vrai qu'on peut trop facilement en changer? La loi du 18 novembre 2016 a assoupli, il est vrai, les conditions de changement de la mention du sexe à l'état civil, qui est en réalité ce sexe à l'état civil qui est en réalité un genre, puisque c'est lui qui vous rattache à des catégories. Et certains auteurs disent, mais vous voyez, ces gens-là peuvent désormais se faire passer pour des hommes, déguisés, c'est le mot utilisé dans cet autre discours. Ces gens-là sont déguisés, mais en réalité, ils vont pouvoir, par exemple, si ce sont des personnes qui ont des gamètes féminins, qui ont gardé leur utérus, eh bien, ils se sont déguisés en hommes, mais en réalité, ils vont pouvoir porter des enfants, l'homme enceint, vous n'y pensez pas, c'est n'importe quoi. Et donc, il y a cette idée que finalement, effectivement, on pourrait trop facilement en changer, ce serait trop variable, et ça aboutirait à des perturbations anthropologiques dont l'homme enceint serait peut-être l'exemple paroxystique. Oui, peut-être, mais alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on stérilise ces gens? C'est cela? Vous voulez que le changement de sexe à l'état civil soit caduc parce qu'ils ont eu un enfant? Ce que propose notamment ma collègue Astrid Marais. Alors ce type de raisonnement repose sur l'idée qu'on ne pourrait pas distinguer le sexe du genre, puisque si vous voulez, si ces gens considèrent que le changement de sexe est caduc, c'est parce que pour eux, le genre n'existe pas, ce n'est que du sexe, et donc si la personne est enceinte, eh bien c'est vraiment la preuve que ce n'est pas un vrai homme.
en réalité toujours une femme qui s'était déguisée en homme. Autre type d'argument qui pourrait amener ces personnes à dire c'est trop variable d'un pays à l'autre. Lorsqu'on passe la frontière, c'est trop variable. Oui, mais là, l'argument se retourne assez vite. Parce que nous avons un principe en droit de l'Union européenne, qui est la citoyenneté européenne, et l'on doit reconnaître la citoyenneté dans toutes ses composantes, dont l'état civil. Et donc, si vous circulez, il faut que ça soit reconnu. Donc là, on voit que ce type d'argument serait plutôt présenté par des gens qui trouvent que ce n'est pas assez variable. Ce n'est pas assez variable, et en France, si vous voulez, c'est trop variable d'un pays à un autre, donc ça montre bien qu'il y a des difficultés et que tout cela ferait mieux d'éclater. Alors du coup, ça amène à l'autre possibilité de comprendre la question. Est-ce que l'identité de genre ne serait pas assez variable? Est-ce que l'expression de genre ne serait pas assez variable? Autrement dit, les conditions actuelles du droit français seraient toujours trop strictes. Je ne pourrais pas facilement exprimer mon genre pour le faire correspondre à mon identité. Alors, compris comme ça, c'est vrai que la question est plus pertinente. En France, on a gardé le contrôle judiciaire. Donc, si vous voulez changer la mention du sexe à l'état civil, ça passe par un juge. Ça a été très discuté. Les associations de personnes concernées voulaient le déjudiciariser pour une partie d'entre elles. Et la conséquence de ce maintien du juge, c'est qu'il y a assez peu de demandes. J'ai fait une étude comparative avec la Belgique, qui en 2017, donc presque au même moment, a changé les dispositions sur le changement de la mention du sexe à l'état civil. Et en Belgique, ils ont eu une augmentation de 100% des demandes. En France, les demandes ont augmenté simplement de 15%. Pourquoi cette différence? Parce qu'en Belgique, ils ont non seulement supprimé la médicalisation, comme nous, mais ils ont en plus supprimé la judiciarisation. Donc aujourd'hui encore, on pourrait considérer que l'expression de genre n'est pas assez variable parce que il faut passer par une procédure. Et Maître Petkova, qui est dans la salle, a, pas plus tard que le mois dernier, dû plaider une affaire où les juges continuaient à exiger des pièces médicales, alors que le législateur a dit on ne peut pas imposer des traitements médicaux et autres. Maître Petkova a dû batailler, ferrailler avec le procureur qui ne voulait pas entendre raison, qui voulait ces pièces médicales. Et donc on voit par là que le contrôle judiciaire peut se révéler tout à fait discriminant. Enfin, peut-être, je terminerai par là, pas assez variable, non seulement au regard des conditions qui sont posées pour pouvoir véritablement exprimer son genre, mais aussi peut-être pas assez variable au regard des choix qui sont offerts. La Cour de cassation, je le signalais, nous enferme dans une binarité du genre homme-femme. Alors cette binarité, il faut bien voir les conséquences qu'elle produit dans notre société, conséquences qui doivent, à mon avis, amener à sortir de cette binarité. Quelle est la conséquence de cette binarité du genre? Aujourd'hui, quand un enfant naît, un enfant intersexué, avec par exemple des ovaires et des testicules, ce qui est tout à fait envisageable, ou un enfant qui naît avec un organe génital externe qui n'a pas la taille suffisante pour être considéré au regard des normes médicales comme un organe génital masculin ou féminin, pour parler vulgairement, un pénis ou un clitoris, les médecins considèrent qu'il faut assigner cet enfant, qu'il faut l'opérer pour le rentrer dans les catégories. Donc, parce que nous avons une conception binaire du genre, nous allons modifier le corps des enfants pour les faire rentrer, soi-disant parce que ça va les rendre plus heureux. Ces opérations qui sont faites sans preuve de leur bienfait, il n'y a pas eu d'expérimentation suffisante, les médecins se sont tout de suite lancés là-dedans, postulant que les gens seraient forcément plus heureux. Ces opérations ont abouti à des mutilations génitales massives dans nos pays. L'on est bien conscient des excisions ailleurs, mais chez nous, ces opérations se réalisent quotidiennement dans les établissements publics français, et nous en avons discuté il y a 3 mois. Le ministère de la Santé reconnaît lui-même que par le passé, ces opérations avaient lieu quotidiennement, mais il soutient actuellement que ces opérations auraient cessé, ce dont on peut discuter. Mais cela étant, il faut bien voir que cette binarité du genre a donc des conséquences sur le respect de l'intégrité physique de ces personnes. L'ONU, le Parlement européen, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, 3 organisations internationales, considèrent que ces actes sont, selon leurs termes, soit des mutilations génitales, soit des traitements inhumains et dégradants, soit des harmful practices, des pratiques malveillantes. Donc ça, c'est les positions internationales sur ces pratiques qui sont donc causées par la binarité du genre. Donc premier problème pour l'intégrité physique. Avoir un système binaire du genre pose des problèmes sur l'intégrité physique des personnes concernées. Alors on pourrait aussi évoquer la question des personnes trans qui pendant longtemps ont été soumis à l'obligation de passer au bistouri. Pour pouvoir obtenir le changement d'état civil, vous l'avez très bien souligné tous les deux, il fallait forcément passer sous le bistouri.
Aujourd'hui, les conditions se sont assouplies et cela n'est plus nécessaire. Mais on voit que pendant un temps, un système fixe binaire du genre a conduit à porter atteinte à l'intégrité des personnes trans également. Autre problématique, cette fois non plus sur l'intégrité physique, et c'est fini, sur l'identité, le fait d'enfermer les gens dans un système binaire eh bien, est une cause de souffrance parce qu'au quotidien, leur identité de genre non binaire ne peut pas trouver à s'exprimer parce qu'à chaque fois, ils sont renvoyés à la mention qui est apposée sur leur état civil et ça, c'est source de souffrance. Et l'autre source de souffrance, c'est la pathologisation de leur identité. Certes, aujourd'hui, on essaye de dépathologiser ce qu'on appelait le transsexualisme, on essaye de dépathologiser les personnes intersexuées, mais dans les textes, dans la classification internationale des maladies, vous les trouvez toujours. Certes, plus dans la catégorie des pathologies mentales, mais vous les trouvez toujours. Donc s'ils sont dans la CIM, classification internationale des maladies, c'est que ce sont bien des maladies. Et si ce sont des maladies, eh bien vous encouragez l'homme de la rue à considérer que ces gens-là sont malades. Et donc ce sont des discriminations au quotidien. Donc tout cela me conduit à la conclusion que le sujet compris tel que mon expression de genre est-elle pas assez variable? Oui, assurément, elle n'est pas assez variable. Pour toutes les raisons que je vous ai indiquées, il faudrait la rendre plus variable. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Benjamin pour la clarté de votre exposé qui éclaire la question que nous avions posée. Je vais donner la parole à Alferat. Rassurez-vous, je ne manque pas de politesse à son égard, mais c'est ainsi qu'il souhaite être nommé. Alferat, c'est doctorant en langue française à Paris-Sorbonne et auteur de la grammaire du français inclusif et de Requiem, un roman du genre neutre. Et donc, comme le genre et la langue sont intimement connectés, ne serait-ce que parce que nous avons besoin de nous adresser à l'autre, et que la manière de nous adresser à l'autre, dans notre langue qui ne comporte pas de neutre, contrairement à la langue anglaise, nous amène une complexité. Nous n'avons pas voulu faire cette table ronde sans qu'il y ait à la table ronde quelqu'un capable d'aborder les difficultés de grammaire que nous sommes en train d'affronter avec toutes les autres difficultés. Alferat, le français inclusif est-il une novlangue? Merci de votre invitation. Donc mon pronom est de genre neutre, ce n'est pas il, ce n'est pas elle, c'est al ou yel. Il y en a d'autres, il y a ul, il y a ol. Ce sont des mots qui se développent depuis un certain nombre d'années, depuis les années 60. Et la linguistique les observe, les analyse et en tire des conclusions. Pour répondre à votre question, le français inclusif est-il une novlangue? Poser cette question, c'est reconnaître que l'on ne connaît pas, que l'on ne sait pas ce qu'est le français inclusif et que l'on ne sait pas non plus ce qu'est la novlangue. Le français inclusif est une variété du français standard qui rassemble tous les procédés langagiers pour éviter le genre masculin en emploi générique ou neutralisant. Et la novlangue est une langue imaginaire créée par George Orwell dans son roman 1984, paru en 1949, et traduit par Amélie Audiberti en 1950 par le novlangue. La population reprend la proposition d'Amélie Audiberti en féminisant cette proposition et nous verrons pourquoi un petit peu plus tard, parce que nous verrons que le sentiment naturel de la population, de la communauté linguistique francophone, contrevient parfois au choix scientifique ou artistique des traducteurs ou des médecins ou de l'État. Donc, qu'est-ce que le français inclusif? D'où vient-il? Il vient de la population. Il vient d'une demande sociale qui ne trouve pas à s'exprimer, qui ne trouve pas dans le français standard, dans notre langue véhiculaire, les moyens d'exprimer notamment la non-binarité de genre, donc une expression identitaire, personnelle et intime, mais également qui ne trouve pas les moyens d'exprimer correctement des groupes mixtes, autrement qu'en passant par le genre masculin en emploi générique et qui est
nous le verrons, dommageable pour l'ensemble de la société, de l'histoire et de la pensée et de notre avenir. La novlangue inventée par Orwell est un instrument au service du pouvoir d'une dictature dans son roman, qui souhaite ôter à la population la conscience, une conscience politique mais aussi plus vaste, la conscience de son identité, la conscience de son droit à revendiquer, à exister et à s'exprimer, la conscience de sa singularité. Et c'est un instrument qui est mis au service du pouvoir par une police de la pensée. Le français inclusif qui est né par la volonté du peuple et qui est parfois soutenu par les institutions est parlé par des groupes extrêmement divers dans la société qui ne sont rassemblés que par deux choses. La conscience justement de l'identité, de l'égalité, et de la performativité de la langue, c'est-à-dire de la capacité de la langue à façonner la réalité, à créer de la réalité. Et c'est exactement le contraire de la novlangue, qui est, lui, un instrument du pouvoir pour empêcher le peuple de s'exprimer et d'avoir cette conscience et de l'exprimer, et éventuellement de revendiquer des droits. Je parlais tout à l'heure du genre masculin en emploi générique ou neutralisant. Je disais qu'il était dommageable pour la société. Je m'en explique. L'emploi de ce genre masculin dans les expressions génériques ou neutralisantes a conduit à l'invisibilisation des autres genres et notamment des femmes dans l'histoire. Pour mon roman Requiem, j'ai dû faire des recherches sur les déportés de Buchenwald et notamment les déportés femmes. Or, le mot déporté et S au genre masculin ne permet pas de savoir si des femmes ont été déportées à Buchenwald. Il se trouve que les femmes ont constitué à hauteur de 12% la population des déportés de Buchenwald, qu'elles ont été soumises au même traitement inhumain et dégradant que la catégorie sociale des hommes et elles y ont également commis des actes de résistance et de sabotage qui ne leur ont pas été, elles n'ont pas trouvé à l'égal des hommes une citoyenneté égale en sortant de ces camps, puisque je vous rappelle que le droit d'avoir un compte bancaire sans le consentement de son mari date de 1965. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Autre exemple de l'invisibilisation de l'écriture de l'histoire par ce genre masculin en emploi générique, c'est que quand nous consultons le dictionnaire Trésor de la langue française, une des ressources majeures pour toutes les recherches linguistiques et pour la population qui veut s'intéresser à sa langue, donc Trésor de la langue française dirigé par le CNRS, nous avons à l'entrée auteur les mots suivants. Il n'existe pas de mots pour désigner des femmes auteurs. Nous devons donc employer le mot auteur au masculin. C'est méconnaître le mot autrice qui existe en latin sous la forme auctrix et qui existe en français et qui est attesté depuis le 1er siècle de notre ère chez Tertullien. Ça, c'est une façon d'écrire l'histoire, d'invisibiliser une catégorie sociale en ne permettant pas à la pensée commune de reconnaître ce qu'a fait la participation de telle ou telle catégorie à notre culture. Alors, qu'est-ce qu'on voit se développer? Qu'est-ce que la linguistique constate dans les usages du français? Ce sont toutes ces variétés, tout ce traitement non standard du genre qui permettent d'éviter le recours à ce genre masculin générique ou neutralisant qui est dommageable. Et que constatons-nous? Nous constatons des mots ou des structures qui ne peuvent pas se ranger dans la classe du masculin, du genre grammatical masculin, ou du genre grammatical féminin, en tout cas pas exclusivement. Quand vous avez un mot comme lectrice,
qui est formé à la fois du masculin lecteur et à la fois du féminin lectrice. On ne peut pas classer ce mot raisonnablement en tant que grammairian, ni dans le masculin, ni dans le féminin. Donc la linguistique, la recherche linguistique propose de réactiver un genre qui a toujours existé et qui se nomme le genre neutre, pour désigner ces mots. Je rappelle que, contrairement à ce que nous enseigne la grammaire normative, à nous et à nos enfants, elle n'existe pas que deux genres, le genre masculin et le genre féminin. Elle en existe sociologiquement apparemment 42, et sur le plan de la grammaire, il y en a eu jusqu'à 7. La première grammaire française a été écrite par John Palsgrave en 1530, et elle recense déjà 3 genres, le masculin, le féminin et le commun. Avant Palsgrave, les grammairiens qui ont étudié la langue latine ont identifié jusqu'à 7 genres, le masculin, le féminin, le neutre, le commun aux 2 genres, le commun aux 3 genres, l'incertain et enfin l'épicène, qui désigne des mots qui ne changent pas de forme suivant leur genre. Si je vous dis les mots enfant, ministre, journaliste, l'adjectif apte, sont des mots qui ne changent pas en fonction de leur genre. Donc qu'est-ce que le genre neutre? Comment peut-on définir le genre neutre d'un point de vue linguistique? On peut le définir de 2 points de vue, d'un point de vue grammatical et d'un point de vue référentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il désigne du point de vue du référent, de son référent dans le monde. D'un point de vue grammatical, le genre neutre est une catégorie grammaticale qui permet de ranger 3 types de mots. Des mots qui ont des marques à la fois féminines et masculines, je parlais du mot lectrice, des mots qui n'ont aucune des 2 marques. Quand je vous dis bonjour à toutes, T-O-U-Z, nous n'avons ni de marque masculine ni de marque féminine, mais une marque spécifique que l'on peut apparier au genre neutre, et des mots épicènes dont la morphologie ne varie pas, journaliste, enfant, ministre, qui peuvent appartenir au genre neutre. Nous pouvons également définir le genre neutre en fonction, comme je vous le disais, d'un point de vue référentiel. Qu'est-ce que ces mots de genre neutre désignent dans le monde? Ces mots peuvent désigner 5 types de référents. Le premier type de référent, un sujet en structure impersonnelle. Il pleut. Pourquoi dire il pleut? C'est une question que les linguistes se posent en interrogeant l'histoire, en interrogeant l'évolution des mots, et la réponse n'est pas claire. Certainement, nous avons là l'influence d'une catégorie sociale dominante qui a sans doute joué. Deuxième type de référent que les mots de genre neutre peuvent désigner, les référents à genre, les objets, les idées, éventuellement les concepts, bien entendu. Si je vous dis l'ensemble des lecteurs, le lectorat, c'est un concept, ce n'est pas une réalité sexuée. Les mots de genre neutre peuvent également désigner un 3e type de référents, qui sont les référents de groupes mixtes. Ici, nous avons des personnes de tout genre dans la salle. J'aurais pu très bien vous accueillir en vous disant bonjour à tous, ou si nous sommes entre collègues, chers collègues. Le mot cher est écrit avec la ligature AE qui se prononce comme le masculin et comme au féminin est. Chers collègues s'écrit CH, la ligature AE, RS. C'est un mot de genre neutre. 4e type de référent que les mots de genre neutre peuvent désigner, les groupes de genre inconnus. Si je vous dis les linguistes sont venus pour en parler, la marque Z à venu indique un mot de genre neutre qui peut se classer grammaticalement dans le genre neutre. Et enfin, les mots de genre neutre peuvent désigner des référents non binaires, c'est-à-dire des personnes qui s'estiment soit à la fois
de genre masculin et de féminin, soit ni l'un ni l'autre, soit encore agenre, soit peut-être autre chose, en tout cas, la classe grammaticale du genre neutre est là pour désigner cette catégorie sociale de personnes non binaires qui trouvent là, enfin, moyen de s'exprimer et moyen d'exprimer une identité qui sort complètement de la binarité de genre et parfois, et même souvent, sans sentiment de souffrance, avec au contraire le plein sentiment d'épanouissement d'une identité qui peut enfin s'exprimer. Tout à l'heure, j'entendais des rires dans la salle par rapport à Le Novlangue d'Amélie Audiberti, traduction de 1950, que la population, très naturellement, a changé en la novlangue. Les progrès, les avancées de la recherche linguistique, notamment la recherche linguistique analogique, permet de comprendre ce qui se joue ici. Nous avons des catégories qui sont scientifiques, qui sont grammaticales, et la responsabilité des grammairiens dans cette affaire de genre social est immense, puisque je rappelle que ce sont les grammairiens qui ont inventé cette dénomination genre masculin, genre féminin et genre neutre, qui avant eux n'avaient pas de mots pour être nommés. Ces grammairiens, pourquoi les ont-ils nommés ainsi? Eh bien, les grammairiens qui ont les premiers décrit les langues se sont inspirés d'une méthode pré-scientifique qui consistait à s'inspirer du modèle idéal que leur semblait être la nature. C'est pour cela qu'en 1647, Vaugelas, dans ses remarques générales sur la langue française, dit « Le masculin tout seul prévaut sur deux féminins, puisque c'est le genre le plus noble ». Et qu'un siècle plus tard, Bosé, en 1767, reprend « Le masculin est réputé le plus noble, puisque dans la nature, le mâle l'emporte sur la femelle ». Ces grammairiens qui ont conceptualisé la langue, que nous apprenons, cette langue même que nous apprenons aujourd'hui et que nos enfants apprennent encore, est donc basée sur une logique pré-scientifique qui voit dans la nature un modèle idéal. Ce n'est plus du tout notre monde, ce n'est plus du tout non plus notre science, qui, elle, ne s'inspire plus d'un modèle de la nature, mais qui a défini en histoire des sciences la scientificité et qui consiste à éclairer les causes des phénomènes, à les expérimenter et à en établir la validité et la falsifiabilité. C'est exactement le travail que nous menons aujourd'hui en linguistique. La linguistique et la grammaire qui aujourd'hui s'interdit complètement à la lumière de cette histoire des sciences de prescrire quoi que ce soit à la population. Donc, j'en viens à ma conclusion, c'est que ce que nous observons dans les langues n'est pas seulement un phénomène linguistique, ça ce n'est qu'un indicateur d'un phénomène bien plus profond qui est un changement de monde, qui est le changement de conception que l'humanité a d'elle-même sur le plan du genre et d'un changement de conception que l'humanité a de nos valeurs démocratiques, notamment sur le plan de l'égalité et sur le plan de la liberté. Merci beaucoup. Merci. Je vais donner la parole à Odile Buisson pour aborder les questions de sexualité. Quelles sont les revendications des personnes transgenres ? Alors, le problème actuel, c'est que, bien sûr, on parle beaucoup de trans... on ne devrait même pas dire de transsexualité, mais de transidentité. Mais les lois de la République sont très, très en retard par rapport aux revendications de ces trans. L'intolérance sociétale est encore très vive et ils ont du mal à faire reconnaître leurs droits, malgré l'ouverture des réseaux sociaux, malgré les luttes LGBT. On ne retrouve encore, par exemple, aucune proposition politique concrète pour informer sur la transidentité, organiser la lutte contre la transphobie.
alors que l'homophobie est punie, la transphobie n'est pas considérée encore comme pénalement répréhensible. Et informer sur la transidentité doit débuter, à mon avis, très tôt à l'école, car dans les classes, il existe toujours un enfant un peu différent qui se sent obligé de se conformer et qui en aura une étrange et durable souffrance. Donc, je crois qu'il serait important de commencer à informer sur, effectivement, la variabilité du genre, parce que Maître Puech disait « Mon genre est-il à géométrie variable ?» Je ne comprends pas la question. Et curieusement, moi j'ai lu « Le genre est-il à géométrie variable ?» J'ai répondu « Mais bien sûr, il l'a toujours été, seulement c'était caché, car le modèle sociétal que nous avons est un modèle patriarcal très très contraint, et les autres, ceux qui ne se conformaient pas, étaient rejetés, persécutés et parfois tués. Et je suis contente de voir que toutes ces luttes LGBT vont peut-être pouvoir donner la voie vers une société un peu post-patriarcale où tous les possibles seront admis, mais pour l'instant on en est loin du compte, et les personnes trans ont toujours beaucoup de mal à avoir une visibilité en France, notamment il n'y a pas non plus beaucoup d'informations dans les familles. Moi j'ai une amie trans qui s'appelait Jean-Louis autrefois, qui était père de famille. Quand il a fait sa transition après 40 ans, après beaucoup de souffrance, parce qu'il se cachait, il n'était pas à l'aise, il était déprimé, il était ingénieur, pourtant très, très, très cérébré, il avait les moyens de changer de conditions. Et il l'a fait que très tardivement. Et quand il s'est présenté à sa femme sous la forme d'une très belle femme trans, sa femme s'est mise en colère et lui a dit « T'as vu la gueule que tu as, dégage, je ne suis pas une lesbienne ». Et sa femme a fait en sorte pour que les enfants ne le voient pas pendant des années. Il a mis beaucoup de temps après à faire comprendre à ses enfants ce qui s'était passé. C'est totalement dommage, car c'est dommageable aux familles, aux enfants et à tout le monde. Ça crée de la souffrance inutile, car l'explication simple de ce qu'est la transidentité et toutes les possibilités du genre pourraient peut-être dédramatiser en fait ce qui sera probablement l'avenir. Peut-être pas l'avenir immédiat, mais je pense que le 22e siècle sera multiforme, polymorphe, mais il y a encore du travail à faire. Ensuite, même si la société voulait un petit peu, il faut dire que les trans sont toujours obligés de raser les murs. Ils font profil bas, ils se font agresser, insulter quotidiennement. C'est extrêmement humiliant. D'autre part, l'État ne fait aucun effort pour réintégrer la communauté trans parmi nous. C'est-à-dire qu'il y aurait des choses simples, c'est ce que disait Maître Puech, d'arranger un petit peu, peut-être supprimer féminin masculin ou mettre une troisième case. Mais toujours est-il que quand un trans achève sa réassignation et termine sa transition, et donc changer de sexe, c'est pas le bon mot, mais enfin c'est à une réassignation sexuelle, et bien souvent il doit subir une médicalisation, une judiciarisation pour avoir des nouveaux papiers qui ne sont pas gratuits. Souvent ils n'ont pas beaucoup de moyens, parce que forcément quand on est trans, c'est difficile de s'insérer sociétalement et c'est difficile de trouver un travail, donc souvent ils ont peu de moyens. Et souvent, on m'a raconté qu'ils gardent donc leurs anciens papiers, et quand ils vont faire leurs courses et qu'ils payent avec une carte de crédit, ils doivent donner des explications tout le temps gênantes quand c'est marqué « monsieur » et que la vendeuse voit une superbe dame devant elle. Et c'est des séries d'humiliations qui n'ont pas lieu d'être et qui seraient très faciles à corriger, qui ne feraient de mal vraiment à personne. Et il n'y a pas vraiment de volonté réelle, puisqu'on en parle, mais on ne le fait jamais. Enfin, il ne me semble pas, Maître Puech, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, toujours est-il qu'il y a le problème des papiers d'identité qui sont un problème réel. Et ensuite, il y a le problème aussi médical, car j'ai entendu beaucoup de personnes trans se plaindre de la médecine. Alors, je suis un peu gênée de le dire parce que je suis médecin, puis je suis à côté d'éminents spécialistes qui travaillent. Les trans voudraient avoir le droit de choisir leur médecin,
car souvent ce sont des unités médicales constituées, fermées, et de la même manière que moi, j'aimerais pas me faire qu'on m'impose mon chirurgien, mon endocrinologue, mon gynécologue, il voudrait pouvoir choisir le médecin, pouvoir se faire opérer ici, se faire suivre ou non par un psychiatre, et il voudrait aussi dépénaliser, enfin dépénaliser, c'est vraiment un lapsus, dépsychiatriser leur état, ou rendre le suivi psychologique plus facultatif. Ils se disent soumis au stigmate. Quand on voit chez le psychiatre, c'est qu'on ne va pas forcément bien dans sa tête. Alors je suis d'accord, il faut quand même éviter de traiter des psychotiques ou de voir s'il n'y a pas de comorbidité associée à leur transidentité, mais ils réclament vraiment avec force le droit de pouvoir avoir le choix du médecin, le droit de dire non à la psychiatrisation, le droit de refuser la stérilisation. On ne stérilise pas de force en France, c'est interdit. Donc je ne vois pas pourquoi on demanderait une stérilisation à une personne transidentitaire. Alors beaucoup de choses sont à faire. Et il y a également à noter une certaine méconnaissance et une certaine transphobie chez certains d'entre nous. Moi, une fois, ce n'est pas de sa faute, hein, mais j'ai entendu un confrère me dire « Ah non, moi, les trans, c'est pas possible. » Quand je les vois, j'ai des frissons. Je pense que pour certains hommes, médecins, qui ne sont pas chirurgiens, il est difficile de penser qu'un autre homme puisse dire au revoir à ses testicules, à son sexe, et qu'il le ressent physiquement. Moi, je l'ai interprété comme ça. Mais il y a beaucoup de rejets, et je crois qu'on devrait avoir quand même une formation de tous les gynécologues et de tous les médecins généralistes au problème de la transidentité. Un problème qui n'en sera bientôt plus un, je l'espère. Enfin, la route est longue, et je voulais m'adresser au professeur Revol. Souvent, les trans se plaignent qu'il n'y ait pas de cahier des charges pour la chirurgie. On m'a raconté que des femmes trans opérées se retrouvaient avec un urètre horizontal et ne pouvaient pas uriner comme il faut dans les toilettes. On m'a raconté aussi des ratés de traitement où les corps caverneux n'avaient pas été enlevés, si bien que lors de l'excitation sexuelle, ils se retrouvaient avec une espèce d'énorme boule, parce que les corps caverneux se gorgent de sang lors de l'excitation sexuelle, et une énorme boule qui obstruait le néovagin. Alors, je m'excuse de vous le dire, professeur Revol, mais ils me disent également que la Thaïlande est beaucoup plus performante que la France. Ça, je n'ai pas du tout les moyens de le savoir, je m'interrogeais, parce que tout simplement, ils opèrent davantage. En Thaïlande, le troisième sexe est admis. Donc il y a beaucoup d'interventions de ce genre, et beaucoup de mes amis trans sont partis se faire opérer en Thaïlande, mais elles réclamaient, parce qu'elles en avaient les moyens, parce que quand on va se faire opérer en Thaïlande, on n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc il faut déjà avoir quelques moyens pour savoir aller dans les bons endroits. Donc tout ça crée une sorte de malaise entre les femmes trans et les hommes trans et le milieu médical. Ils nous prennent un peu pour des censeurs, si vous voulez. Et je pense qu'il faudrait peut-être s'ouvrir, supprimer cette psychiatrisation qui n'est pas forcément utile à tous, et accéder à leurs demandes qui sont finalement des demandes simples que tout citoyen, nous, avons. Donc la liste est longue, donc je ne vais pas continuer, mais je voulais juste dire que la route est longue, et je suis contente d'avoir rencontré Maître Puech et Alferraz. Je vais me faire appeler Albuisson maintenant, parce que je trouve ça bien. Et il y a beaucoup de choses, et je suis aussi contente parce que je pense que cette multiplicité des possibles va nous ouvrir beaucoup d'esthétiques nouvelles. Je suis frappée et souvent troublée de voir une belle femme trans. Et je me dis, mais mon Dieu, mais quelle beauté!
Et j'ai à apprendre d'elles. Elles sont plus féminines que moi souvent, bien plus féminines. Je ne sais pas si Madame Bonirval, vous avez été déjà troublée, mais je les trouve absolument magnifiques. Et cette beauté-là, ça serait dommage de s'en priver. Le monde est divers et je suis certaine qu'ils sont en train de nous préparer le post-patriarcat, que j'appelle de mes voeux parce que j'en ai personnellement souffert. Et je pense qu'il faut travailler à enseigner sur la transidentité et à la banaliser et à l'aimer finalement. Il s'agit de ça que d'amour, je pense. Voilà, je vous remercie. Marc Revol, en 2 mots, les chirurgiens thaïlandais sont-ils meilleurs que les chirurgiens français? Oui, certainement, ils l'ont été. Et pour la raison qu'a dit Odile Buisson, c'est-à-dire que pendant très longtemps, c'est-à-dire en gros jusqu'aux années 2000, ils en opéraient beaucoup plus que les chirurgiens français, c'est indéniable. Actuellement, les chirurgiens français, on en opère 2 par semaine, et là il est absolument clair que nous savons faire au moins aussi bien que les Thaïlandais. Je dis au moins aussi bien, parce que ici je suis d'un détachement serein, je fais partie de la 2e génération qui cède la place, parce que maintenant c'est la 3e génération qui est en place. J'ai arrêté d'opérer cette année, donc j'en parle avec un détachement royal. Mais les gens qui me succèdent, ils sont beaucoup plus forts que moi, puisque non seulement ils ont été formés aux techniques françaises de tous les chirurgiens qui les avaient précédés, mais on les a envoyés aussi en Thaïlande, aux États-Unis, en Hollande, et donc ils ont réalisé une synthèse de tout ça. Et donc les Thaïlandais, effectivement, ils y sont allés. Et pour l'instant, les Thaïlandais nous battent sur une chose, c'est le marketing. Ils sont très forts. Merci. La parole est à la salle. Vous avez 2 micros qui se promènent. Profitez de la présence de tout ce beau monde à la table ronde pour poser vos questions. Madame, si vous voulez bien vous lever, vous présenter. Ok, ça parle? Vous m'entendez? Ok, donc moi je suis une femme transgenre et également lesbienne. Tout ce qu'il faut pour aller en enfer, quoi. Voilà. Donc j'aimerais revenir sur certains points que j'ai notés. Donc déjà, je pense que déjà part du fait qu'on nie notre existence depuis toujours. On l'accepte de mieux en mieux, mais c'est parti comme ça, quoi. Et notamment du corps médical, et notamment la psychiatrie. On était plutôt soignés pour une maladie mentale au début, ça change, mais il y a encore du travail. Pareil pour tout ce qui est les intersexualités, je pense que ça existe toujours. Ma mère a travaillé 31 ans en chirurgie infantile à l'hôpital de Haute-Pierre, et je peux vous dire que ce n'est pas anecdotique. Il y a des opérations pour changer, enfin rectifier l'intersexualité qui existent toujours. Et on demande souvent, c'est le corps médical qui choisit. Parce que, et après, c'est vraiment très très compliqué pour l'histoire de mutilation, etc. quoi. Après, j'aimerais revenir aussi sur certains points. À un moment, vous avez dit le mot choisi. En parlant des trans, on ne choisit pas d'être trans. Voilà. On a aussi utilisé souvent le mot problème en parlant des trans. Dans la même phrase. Ce n'est pas un problème. Voilà. J'ai encore noté d'autres choses, je suis un peu long, je suis désolé, mais j'aurais parlé pour une fois. Le changement d'état civil. Oui, ça a eu des évolutions. Moi, je l'ai fait, ça m'a mis 2 ans pour le faire. J'ai eu seulement mes papiers en décembre. Et donc, c'est pas aussi facile qu'on croit. On doit ramener des papiers, par exemple, qui justifient nos traitements hormonaux. Des papiers, par exemple, de nos amis ou parents qui disent, entre guillemets, c'est eux qui disent qu'on est bien une femme. Donc, c'est eux qui choisissent, enfin, qui disent que vous êtes bien une femme. Et on ne prend jamais notre parole en compte. Du moins, c'est ce que je pense. Ah oui, je pense aussi que tout part un peu du début. Dans combien de maternités on met des petits bonnets roses à des bébés et des bonnets bleus à d'autres? Donc ça part de là pour moi aussi. On utilise aussi le mot transgenre et transsexuel. Moi, je préférais qu'on utilise toujours le mot transgenre. Transsexuel, ça signifie qu'on a subi l'opération. Transsexuel. Mais si déjà qu'on veut que ça aille mieux et plus créer de différence, donc utilisons un terme un peu qui englobe tout le monde, transgenre. Après les campagnes d'information à la télé, il y en a eu encore, je crois, la semaine dernière, on parlait surtout de l'homophobie. La transphobie, on n'en parle jamais. Pourtant, je pense qu'on est encore plus visé que tout le monde. Parce que justement, là, moi, j'ai subi des interventions chirurgicales sur la voix, mais il y a encore quelques problèmes. Et donc, soit c'est la voix, soit c'est le visage. Enfin, bref,
c'est tous les jours, quoi. On fait nos courses, on va à la poste, enfin, c'est toujours le même problème. La Thaïlande, moi je connais un peu monsieur Marc Révolt de nom. Je suis désolé de le dire, les Thaïlandais sont largement beaucoup plus avancés que les Français. Et ce qui m'énerve, c'est pour m'intéresser au milieu médical, on a eu des premières mondiales, par exemple la première greffe de la main, la première greffe partielle du visage. Pourquoi on ne peut pas faire une belle opération de vaginoplastie ou phalloplastie en France? Je pense que c'est une volonté malheureuse de ne pas progresser. Et je pense que pour être meilleur, il faut s'entraîner avec les meilleurs, c'est-à-dire aller en Thaïlande. Oui, c'est vrai, ils sont très forts en marketing, mais c'est pas pour rien qu'au niveau. Moi, j'attends, mais l'opération, c'est 14 000 € à peu près avec le voyage. Donc, pour y aller, voilà, on n'a pas les sous, quoi. Et en France, ils vont ouvrir une équipe à Strasbourg, là, qui va être ouverte bientôt. Si on n'a pas les sous pour faire l'épilation laser des parties génitales, on ne peut pas se faire opérer. Donc, en gros, on en revient au même toujours. On est pendant très 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 longtemps dans la clandestinité. Papier, social, sentimental, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. J'arrête là. Merci, mais vous avez vu qu'on essaye d'évoluer. Et un des éléments le plus important de mon point de vue, c'est de voir tous les efforts qui sont faits, tant pour la société qui peut s'approcher de ce sujet, parce que ce n'est pas souvent le cas, même si c'est difficile à organiser, mais également de la part des médecins et de tout le monde, pour que progressivement, et il faudrait que ça aille plus vite, ces choses, tous les ennuis que vous venez de décrire, s'amendent. Je crois que madame voulait répondre d'abord. Oui, mais on m'a coupé le micro. Alors, Mireille. Oui, je voulais dire qu'on est tous d'accord avec ce que vous dites, mais n'oubliez pas que les médecins qui s'occupent des transgenres et des transsexuels, effectivement, les transsexuels sont ceux qui veulent modifier leur corps et qui demandent à la médecine de le faire. Et les transgenres sont ceux qui se vivent enfin, je schématise, je schématise. Parce que sinon, on discute des heures. Le vrai problème, c'est ceux qui demandent l'intervention et ceux qui ne la demandent pas. Et que le transgenre, c'est quelque chose qui commence à passer dans la fluidité du langage et des compréhensions. Mais c'était ce que je voulais simplement dire pour répondre à une partie de ce que vous dites, mais qu'à une partie, c'est que les médecins aussi ont été stigmatisés quand ils s'occupaient des transsexuels. N'oubliez pas que je vous ai dit tout à l'heure qu'il a fallu faire des pieds et des mains pour pouvoir avoir l'autorisation d'opérer, qu'on nous l'a refusé, qu'on ne nous aide pas, qu'on ne nous a pas permis. Dans d'autres spécialités médicales, on facilite les voyages à l'étranger, les congrès qui permettent d'aller se former. Nous, personne ne nous a écoutés. Tous ceux qui se sont mis dans ces associations, dans ces équipes médicales qui se sont dites autoproclamées, ont été des volontaires qui voulaient aller dans ce sens, qui voulaient aider. Et effectivement, dans l'histoire, les premières descriptions qui datent de 1700, je ne sais plus combien, qui ont été faites par Esquirol de cette reconnaissance de quelque chose de différent dans l'expression du genre a été mis dans les monomanies. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était de la maladie mentale, effectivement, parce qu'on ne concevait pas du tout à l'époque que quelque chose soit comme ça. Après, ça s'est transformé en quelque chose, on se disait que c'était des travestissements particuliers, c'était toujours dans la maladie mentale. Ce n'est qu'avec Stoller et l'autre, là, comment ça? Non, l'autre. John Monnet, qu'on a commencé à réfléchir différemment et que petit à petit, on a intégré en médecine et en psy de ce fait-là. Et dans les psys, il y avait les bons psys et les mauvais psys. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des psys, on se disputait aussi. Et les psys qui admettaient effectivement l'identité de genre étaient jugés effectivement très particuliers par leurs amis psychanalystes. Donc vous voyez qu'il y a eu des luttes de partout. À l'heure actuelle, tout ceci est en train d'évoluer et je crois que
à la poste ou ailleurs, effectivement, on donne des certificats que vous n'avez qu'à proposer, qui sont que, effectivement, vous avez une possibilité d'être transgenre et ça peut passer. Il y a des tas de possibilités à l'heure actuelle. Juste, je voudrais dire, simplement, en Thaïlande et ailleurs, si vous allez sur ces sites-là, la première chose que vous avez sur leur site, c'est la carte bleue. Madame. Bonjour, je m'appelle Julie Mathieusi, je suis maîtresse de conférences en droit privé. Ma question s'adresse principalement aux médecins autour de la table. On a parlé à plusieurs reprises, en particulier lors des premières interventions, du genre à géométrie variable et de la diversité des identités de genre et des expressions de genre. Alors, pour poser ma question, je vais partir d'un exemple pour que ce soit plus simple. Partons de l'hypothèse d'une personne dont l'identité initiale serait masculine. Admettons que cette personne souhaite modifier son apparence générale, par exemple vers une apparence plus féminine, par exemple en se laissant pousser les cheveux, en mettant du maquillage et en sollicitant des prothèses mammaires. Mais que cette personne ne souhaite pas abandonner ni ses facultés procréatives, ni son pénis. Admettons. Ma question est la suivante. À qui cette personne, en France, peut-elle s'adresser? Car j'ai le sentiment, au terme des recherches que j'ai pu mener, qu'un chirurgien, face à un chirurgien esthétique pour cette greffe, pour ces prothèses mammaires, il se heurterait vraisemblablement à un refus du fait d'une analyse négative du rapport bénéfice-risque, et que d'un autre côté, face aux équipes spécialisées dans l'assignation sexuelle, il se heurterait aussi à un refus dans la mesure où sa demande n'intègre pas, n'est pas une vraie transsexualité. Alors, peut-être que je me trompe, je ne suis pas du tout spécialiste, d'où ma question. Alors, je veux juste rappeler, avant de donner la parole à Marc Revol, que vous avez autour de la table des médecins qui ont vraiment tiré le char dans le sens des libertés individuelles et que je crois qu'il faut les en remercier. C'est parmi les meilleurs. Marc Revol. Merci. La question, en fait, admet deux réponses. La première, c'est que si, sur le plan chirurgical, je laisse tomber les détails, si quelqu'un veut des implants mammaires, il s'agit d'un choix libre et personnel, c'est de la chirurgie esthétique, il suffit d'aller trouver un des 700 chirurgiens plasticiens en France et vous allez l'obtenir. Le problème, c'est que vous payez. Le problème, c'est que vous payez. Et que, si vous allez voir les équipes qui s'occupent de transformation, de réassignation génitale, eh bien là, il y a une prise en charge intégrale par la sécurité sociale, comme je vous l'ai dit. Et on dit, mais comment ça se fait, alors qu'ici, je pourrais être opéré, mais je vais payer la semaine prochaine, alors qu'ici, vous allez me demander d'attendre 3 ans, 4 ans pour avoir mes implants. Il y a un problème que je n'ai pas résolu, c'est celui de ces demandes partielles, parce que, bien entendu, mettre des implants et faire des transformations génitales, en quelque sorte, ça fait partie du packaging, mais sans que rien en la matière soit obligatoire, bien sûr. Mais... Et là, ici, je vais me faire, non pas l'avocat du diable, mais je vais souligner un certain nombre de... Enfin, ce que j'ai noté tout à l'heure, c'est que tous ces domaines intersexués, transgenres, sont encore dans les catalogues des maladies, dans la classification internationale des maladies. Il y a juste un petit problème, c'est que si on n'est pas dans le catalogue international des maladies, il n'y a plus de sécurité sociale et il n'y a plus de remboursement. Et donc ici, eh ben, ça ne sera pas 14 000 € en Thaïlande, ça sera 25 ou 30 000 € ici, parce que le prix de journée, je ne vous raconte pas. Et donc, eh ben, il faut savoir que ménager la chèvre et le chou, et savoir que, bon, bien sûr, ce n'est pas des maladies, bien sûr, mais enfin, si on va avoir un système de protection sociale, et si on va avoir... ben, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Mais c'est possible, techniquement, il n'y a aucun problème. Il y a une solution payante et qui pourra avoir lieu dans le mois qui suit, et l'autre solution qui va mettre plus de temps parce que, eh bien justement, comme le disait Mireille Bonnier-Bal, les équipes qui font ça, et je vais revenir aussi sur les revendications concernant l'urètre qui va trop haut, le corps caverneux qui a été laissé, il faut une véritable expérience pour opérer, et ça ne s'acquiert pas comme ça.
Pour acquérir cette expérience, il faut une masse critique. Et si on opère une réassignation par an ou par mois, ça ne suffit pas pour acquérir cette expérience. Pour avoir une expérience et faire des résultats qui soient reproductibles, qui soient fiables, qui soient satisfaisants à tous les points de vue, dans le sens homme-femme, il faut avoir eu un nombre de complications considérables et savoir comment les éviter, comment savoir les réparer. Et donc ici, j'en reviens au fait que on a dit tout à l'heure que les personnes voulaient avoir le libre choix de leur médecin. Personne n'interdit, personne ne dit allez voir tel ou tel médecin. Le problème, c'est le goulot d'étranglement des chirurgiens qui savent faire. Et les chirurgiens qui savent faire, il n'y en a pas beaucoup en France parce que justement, pour savoir faire, il a fallu avoir toute cette expérience et tout ce background. Et il ne suffit pas de savoir techniquement opérer au bloc opératoire, ça peut s'acquérir en une quinzaine, vingtaine d'interventions. Il faut savoir aussi comment gérer les suites qui sont toujours compliquées. C'est loin d'être un conte de fées. Et ça, il faut une dizaine d'années au moins. Et donc, si on n'est pas dans un centre qui fait ça, on ne peut pas. Donc, on a le libre choix de son psychiatre, on a le libre choix de son endocrinologue, et à un moment donné, va arriver le chirurgien qui fait la réassignation génitale. Je ne parle pas des implants ni des procédés chirurgicaux complémentaires et plus ou moins esthétiques. Je parle de la vraie intervention qui va changer les choses au niveau des organes génitaux. Et là, on n'a pas le temps d'en parler, bien sûr. Il y a premièrement une différence dans le sens homme-femme et femme-homme, avec des limites dans le deuxième sens. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut une expérience et qu'il n'y a pas beaucoup pour l'instant de chirurgiens qui font ça. Non, c'est vrai. Donc il y a un goulot d'étranglement à ce niveau-là. Oui. Merci Marc Revol. Benjamin Moron-Puech. Oui, merci beaucoup Julie pour cette question. Sur la question du remboursement que vous évoquez, comment on fait, il me semble que, et vous l'avez dit vous-même, si l'on considère que les personnes transgenres sont parfaitement saines, ce sont vos mots, parfaitement saines, c'est un mot que j'avais entendu tout à l'heure, parfaitement saines, donc il n'y a pas de maladie. Si l'on considère que les personnes transgenres sont parfaitement saines, ce que vous avez dit, et ce qui me paraît tout à fait juste, je l'ai dit, donc qu'il n'y a pas de maladie, comment est-ce qu'on fait pour prendre en charge le remboursement? C'est votre question. Eh bien, l'on change de catégorie. Au lieu d'avoir un remboursement avec une entrée spécifique pour quel que soit le nom qu'on l'appelle, transsexualisme, dysphorie de genre, trouble de l'identité de genre, au lieu d'avoir cette entrée spécifique, on prend acte de l'origine de la souffrance de ces personnes, qui, me semble-t-il, provient des normes sociales qui produisent deux catégories dans lesquelles ces personnes ne se rencontrent pas. Ce faisant, l'origine, il est extérieur, il agit sur le psychisme des individus et cause des dépressions. Donc on rentre tout simplement dans la catégorie dépression. Reste la question de la preuve que vous évoquez en creux. Comment est-ce que je prouve que cette personne a une souffrance psychique qui n'est pas liée à son identité de genre, qui est liée à la pression sociale? C'est important. Comment est-ce que je le prouve? Alors, c'est vrai que pour la sécurité sociale, il n'y a pas de raison de traiter différemment deux situations différentes. Il faut bien prouver cette souffrance. Donc on peut comprendre que des preuves soient exigées de la part des personnes. Mais il me semble qu'après, dans les preuves qui sont aujourd'hui exigées, il y a un biais qui s'introduit et qu'on en demande trop. Est-ce que cette souffrance doit forcément être constatée par un psychiatre qui suit la personne pendant 2 ans, ce qui était le cas pendant longtemps dans les protocoles? Est-ce qu'on ne pourrait pas produire des attestations? Je veux dire, un juge aujourd'hui qui a évalué un dommage moral, il n'a pas forcément besoin de documents médicaux. Il peut se contenter d'attestations de tiers ou de la personne concernée qui viendrait déposer devant un juge lui-même si on veut vraiment judiciariser le processus. Donc sur la question de la preuve, on n'est pas obligé. De même, il me semble qu'on a des biais qui s'introduisent quant aux opérations qui peuvent aider pour soulager les personnes. S'il y a une souffrance, il faut traiter cette souffrance et tenir compte de la personne. Si la personne ne veut pas une transformation complète, mais juste des hormones, eh bien, permettons-le lui. La difficulté, me semble-t-il, c'est que les équipes sont parfois dans des logiques vraiment binaires, et donc, si elles ont face à elles une personne qui est en souffrance, elles vont vouloir qu'elle fasse la procédure complète pour aller dans l'autre sexe. Parce que ces équipes sont dans une vision binaire du sexe. Et donc, du coup, elles n'admettent pas autre chose qu'on puisse juste avoir une opération des seins. Et enfin, dernier biais, à mon avis, qui s'introduit, c'est sur l'exigence d'un psychodiagnostic différentiel. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? Aujourd'hui, on justifie l'examen par un psychiatre en amont d'une prise en charge hormonale ou chirurgicale, par cette idée qu'il y a d'autres causes éventuellement de ce sentiment d'appartenir à un autre genre, qu'il y a d'autres causes, et vous avez évoqué, je crois tout à l'heure, les psychotiques.
des personnes qui... Non, j'ai entendu le terme... pardon, voilà, le terme psychotique. Alors, Vincent Guillot, qui est un intersexe de la première heure, grand expert, me disait ne pas trop comprendre cette exigence de psychodiagnostic, et je m'arrêterai là. Il me disait, soit une maladie mentale avérée existe, et elle est causée par la transidentité. Alors on traite la maladie mentale, aucun problème. Soit cette maladie mentale n'a rien à voir avec la transidentité, et là encore, il faut intervenir pour prendre en charge cette maladie mentale. Soit il n'y a rien, et il n'est pas nécessaire de vérifier cette maladie mentale. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a peur que la transidentité soit causée par autre chose, eh bien, il suffit juste de recueillir le consentement de la personne, comme on le fait naturellement, d'appliquer les règles communes. Pourquoi imposer une condition spécifique d'un psychodiagnostic différentiel avec un suivi pendant 2 ans? Là, il me semble qu'on rajoute une condition qui n'est pas nécessaire. Le recueil d'un consentement libre et éclairé permet de s'assurer que la transidentité est réelle et qu'elle n'a pas une autre cause. Donc voilà, des biais qui s'ajoutent. Un petit manque d'expérience médicale, Benjamin Moreau. Marc Revol. Oui, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai noté trois points là-dedans. Je vous demande d'être plus bref, vous êtes très bavard. La première chose, c'est la psychiatrisation. Il est hors de question que je considère que la dysphorie de genre soit une maladie psychiatrique. Néanmoins, moi, pauvre chirurgien, beaucoup de gens viennent en consultation disant « je vais me faire opérer ». Je dis « bien sûr, on est là pour ça, on est là pour vous aider, on veut que vous soyez parfaitement satisfait sur le plan esthétique et fonctionnel, mais je ne suis que chirurgien et c'est peut-être pas ça ». Et donc le diagnostic différentiel, pour ça, j'ai besoin d'un spécialiste psychiatre. Et ce que je dis moi, ce n'est que, comme toutes les équipes au monde, les recommandations internationales de la WPATH demandent, et ces recommandations, tout le monde peut les charger sur Internet, il y a même une version française, demandent une évaluation psychiatrique initiale. Ce n'est pas de dire la dysphorie de genre, ce sont des malades mentaux, c'est juste pour éliminer ce qui pourrait ressembler à ça. Et ça, il n'y a qu'un psychiatre qui peut le faire. D'autre part, je voudrais encore une fois signaler et redire que la chirurgie, si on va jusque-là, parce que rien n'est obligé encore une fois, mais la chirurgie, ce n'est pas une partie de plaisir. Et que la chirurgie, c'est parti pour plusieurs mois de souffrance, pour plusieurs mois de complications, pour plusieurs mois d'incertitudes, et dans lesquels il faut qu'il y ait une confiance absolument bilatérale. La personne doit avoir confiance dans l'équipe qui la prend en charge, et vice-versa. Et ça, eh bien, il faut évaluer avant par le psychiatre et par les psychologues toutes ces fragilités éventuelles qu'il va falloir éventuellement renforcer. Tout ça, c'est dans le but d'assurer une sécurité maximum aux personnes qu'on prend en charge. Ce n'est pas du tout pour les faire lambiner. Vous avez dit tout à l'heure, alors c'est la deuxième chose, il y a les 2 ans, les médecins exigent 2 ans. Pas du tout. On n'exige pas du tout 2 ans. C'est la sécurité sociale qui, pour les phallopoïèses et les aïdoïopodèes, exige 2 ans de suivi. On fait tout ce qu'il faut en ce moment dans notre association pour réduire ça auprès de la sécurité sociale, parce que dans certains cas, il n'y a vraiment pas besoin de 2 ans à attendre, surtout lorsque les transformations ou sont anciennes, quoi. Enfin, lorsque les personnes sont déjà hormonées et vivent socialement sous le... Voilà. Donc, les 2 ans, ce n'est pas les médecins qui demandent ça, ce sont les règles de la sécurité sociale. Enfin, la troisième chose, c'est ça fait partie de mes interrogations, je n'ai pas de réponse. Ça concerne les demandes partielles, parce que bien sûr, c'est facile, lorsque dans un corps de garçon, je veux avoir un corps de femme, ok, on sait faire. Dans un corps de femme, je veux un corps de garçon, là, on sait un peu moins bien faire, parce que la première chose, la masculinisation du torse, ça va laisser des cicatrices plus ou moins grandes selon la taille des seins initiales. L'hystérectomie, ovariectomie, c'est facultatif, très bien. La phallopoïèse, ça c'est vraiment autre chose. Et tout le monde sait actuellement que dans les meilleures mains les plus expérimentées, 2 fois sur 3, il y a des complications qui peuvent être graves et ennuyeuses. Donc la phallopoïèse, c'est pas tout à fait techniquement au point, d'où le succès de la métaïdoïoplastie qui consiste à simplement allonger les voies urinaires. Et puis, d'où les fantasmes aussi concernant en disant, mais comment ça se fait que pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de greffe d'utérus ou de greffe de pénis? Là, ici, on est dans la science-fiction parce que techniquement et sur le plan éthique, ça n'est absolument pas, ça pose des problèmes qui sont énormes. Une greffe d'utérus, c'est bien simplement le prélèvement d'un utérus et 8 à 10 heures sur donneuse vivante. Ça pose des problèmes importants, sans parler de l'immunosuppression. Donc,
les espoirs pour l'avenir éventuels avec les greffons décellularisés, les allotransplantations, etc. C'est peut-être pour l'avenir, mais pour l'instant, ça n'est que du rêve. Donc ça nous pose des problèmes éthiques. Enfin, ces demandes partielles qui disent ben, je veux ça et pas ça, ou ça et pas ça, eh bien, il y en a de plus en plus. Ça perturbe, ça déstabilise les équipes qui jusque-là, effectivement, allaient traverser la rivière, et puis dans un sens ou dans l'autre. Je pense que ce serait très intéressant d'avoir un débat à ce sujet avec les membres du Conseil de l'Ordre, les membres de la CNAM également, voire ceux du CCNE qu'on avait interrogés à ce sujet-là précisément. La question c'est, est-ce que parce que quelque chose est techniquement possible, que pour autant elle est médicalement et éthiquement souhaitable? Je ne sais pas. Madame. Bonjour Gisèle Ekobé. Vous m'excuserez si il s'avère que vous avez déjà répondu à certaines questions, mais bon, la vie est comme ça, si vous répétez, on va encore mieux comprendre. Ma première question, est-ce qu'il y a suffisamment de recul sur ces opérations que je trouve très compliquées et très difficiles? Deuxième question, changer de genre, c'est un choix, parce que ce sont des adultes qui le font, ce ne sont pas des enfants. Donc, si on change de genre, qui est responsable en cas de difficulté? Troisième question. Pour une femme qui devient homme, on lui pose de beaux bijoux familiaux, et si par la suite, cette personne devenue homme constate que ces bijoux familiaux ne lui conviennent pas, est-ce qu'il peut revenir en arrière? Voilà. Merci pour l'expression claire et courte. Mais on va prendre une autre question s'il y en a une. Madame. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que dans la question de la transgenre et de la transsexualité, le véritable problème, c'est le genre et c'est qu'on divise la société en deux? Est-ce que si, par exemple, on adopte dans la langue un genre neutre et si on arrête de diviser, par exemple, en sport ou dans d'autres activités, en filles, en garçons, est-ce que ça va aider les personnes transgenres? Est-ce que ça va rendre moins compliqué cette question et alléger leur souffrance, ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond que juste les stéréotypes imposés par la société? Mireille. Je n'ai pas très bien compris la question. Comment peut-on faire pour améliorer la vision par la société de tout le phénomène trans? Je crois que tout est en route et qu'il y a beaucoup d'émissions télévisées dans lesquelles il y a expression de ces difficultés avec des témoignages. Il y a beaucoup de témoignages sur Internet et que tout ceci, c'est effectivement de pouvoir en parler alors que le langage n'était pas tellement ouvert sur ces problèmes antérieurement. Je crois qu'à partir de là, tout est en train de bouger. Et c'est vrai que les obstacles, c'est les obstacles un petit peu de la loi et de ce que la difficulté qu'il y a à mouvoir ces choses-là. Mais je crois que tout est en route. Moi, je voulais dire juste un mot, puisque j'ai la chance d'avoir le micro, c'est que sur la psychiatrisation et sur le rôle du psychiatre, mais de la même manière que le professeur Revol vous a dit qu'en chirurgie, on ne devenait pas du jour au lendemain un expert chirurgical autrement que par l'expérience, c'est de la même chose pour les psychiatres qui sont confrontés à ce qu'on leur demande un avis de est-ce qu'il y a ou pas une bonne ou mauvaise ou difficile ou c'est pas le moment ou un diagnostic différentiel à mettre en place qui ferait que pour l'instant nous n'entrons pas dans un processus de transformation. C'est ça qu'on nous demande. Et le diagnostic n'est pas binaire avec si alors, oui alors, mais alors, etc. Si on a laissé dans le DSM et dans la CIM 11 à l'heure actuelle les possibilités de diagnostic, non pas de transsexualisme comme maladie, mais de dysphorie de genre, c'est-à-dire qu'effectivement c'est la souffrance qu'on va prendre en compte, et la souffrance, il faut pouvoir l'évaluer, et s'il faut qu'elle soit fixe, irréversible, et pas liée à autre chose.
pour reprendre ce que vous disiez là sur des maladies mentales, ça n'a rien à voir. Il nous est arrivé d'opérer des schizophrènes, non pas parce que leur délire était un délire de transformation corporelle, parce qu'il y en a qui me disent « Regardez, faites-moi une radio, vous verrez dans ma tête, je suis une femme. Regardez mon bassin, il bouge, je deviens une femme. » Ça, c'est délirant. Par contre, quelqu'un qui est schizophrène pour des tas d'autres raisons et qui est stabilisé et qui, depuis longtemps, nous dit avec souffrance, il est un homme, en parlant d'elle, et qui, effectivement, a toute une insertion dans son entourage où il est supporté au sens de support, hein, entouré, et où on voit très bien qu'il se met dans l'apparence où il se sent bien et il le vit, effectivement à un certain moment, et qu'il a besoin de se transformer le corps, eh bien, on va se décider avec du temps hein, à penser que ça va l'aider. Et effectivement, les traitements psychiatriques, je pense à un cas très particulier, c'est-à-dire les médicaments, les neuroleptiques, et les antidépresseurs, etc., etc., on a pu les diminuer une fois qu'il a été opéré. Donc, vous voyez, ce n'est pas si simple. Par contre, effectivement, le psychiatre qui a de l'expérience, je ne sais plus combien de milliers de personnes j'ai vues, et je me suis plantée des fois en disant « Allez, on peut y aller ». Et puis, après l'opération, il y avait une explosion délirante. On peut y aller, et puis après l'opération, il y avait un suicide. Donc, il faut effectivement, malheureusement, avoir été confronté à l'expérience de ce type pour savoir au bout d'un temps, effectivement, là où on va dire qu'on va aider. Et si ça reste dans la CIM 11 et dans le DSM, c'est parce que les associations ont fait ce qu'il fallait et parce qu'elles n'ont pas d'autre choix pour pousser à ce que ça reste dans le diagnostic de maladie, parce que, on vous l'a dit, tant que c'est dans le diagnostic des maladies, on peut rembourser. Si c'est plus une maladie, on ne rembourse pas. Alferraz, une langue, ça sert à se parler l'un à l'autre. De même que des habits, de même qu'une coiffure, j'ai besoin, quand je m'adresse à quelqu'un, de savoir si je lui dis « madame » ou « monsieur ». Est-ce que vous pensez, vous m'écrivez « je suis Anne, jeune doctoranx en sciences ». Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra uniformiser la langue ? Quand je note les copies des étudiants en médecine, je me dis que déjà, dans le français qu'on essaie de leur apprendre depuis longtemps, on a traîné. Mais est-ce que vous pensez qu'un jour, nous aurons une langue commune à tout le monde et pas une langue parlée par les uns, différemment écrite par les autres, et la diversité que j'essaye de m'inculquer en termes de relation à l'autre, pour ne pas lui provoquer de la souffrance. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un jour, on pourra la mettre dans la langue ? Oui, je tenais absolument à répondre à la question de la personne qui portait sur la langue. Sa question était est-ce que ça va aider les transgenres si une langue sort de la binarité pour entrer dans une réalité ternaire ? Et votre intervention rejoint tout à fait cette question sur la question d'une langue qui serait commune à toutes et sur la question des titres de politesse. Alors, il faut savoir qu'existe aujourd'hui un titre de politesse pour les personnes non binaires en français et qui est mix, M-I-X-X-E, ou sans le E, sachant que ce mot est emprunté à l'anglais qui a précédé le français pour rendre la politesse à ces personnes qui sont bien là, qui existent et qui ont enfin des mots pour se nommer. Ce que je peux dire à cette personne et à vous-même, Monsieur Nizan, c'est que je ne connais pas l'avenir. C'est-à-dire, il faut demander à un médium, mais ce n'est pas mon métier de prédire l'avenir, donc je ne sais pas du tout ce qu'elle va advenir de tous ces débats. En revanche, ce que nous constatons, c'est que le français inclusif exprime des choses qui jusque-là étaient inexprimées, visibilise des catégories autres que le genre social masculin, le genre féminin, le genre non binaire. Il est donc utile, il est fonctionnel également.
et il réduit les inégalités de genre, les stéréotypes. Des études ont été faites en sociolinguistique déjà depuis les années 80. On a démontré, la sociolinguistique a démontré qu'avec des mots de genre masculin, on suscitait, j'allais dire bien évidemment, mais la science doit toujours prouver les évidences, des représentations mentales masculines. On a interrogé par exemple Hyde en 1984, a interrogé des enfants en leur parlant d'un métier imaginaire qui était wedgemaker et leur a demandé si c'était un métier plutôt effectué par des hommes ou effectué par des femmes, en jouant sur leur perception de ce métier imaginaire, en utilisant soit des pronoms masculins, soit des pronoms féminins. Les enfants ont bien évidemment compris que ce métier était plutôt effectué par des hommes quand on utilisait des mots masculins et plutôt utilisé par des femmes quand on utilisait des mots féminins. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, ces mots de genre neutre sont utilisés et se diffusent notamment par la science, par la littérature et la science. Les étudiants, les jeunes universitaires qui utilisent ces mots dans leur mémoire, dans leurs thèses, dans leurs articles scientifiques, sont publiés. Ces jeunes étudiants sont les professeurs de demain, c'est le monde de demain. Et j'en arrive à ma conclusion, c'est que j'entends depuis tout à l'heure la médecine qui s'interroge, c'est une bonne chose sur ces questions, le droit qui s'interroge, c'est une excellente chose sur cette question, c'est-à-dire que nous sommes en train d'essayer de modifier notre arsenal, notre appareil idéologique pour correspondre à une demande sociale. Et ce que nous, les sciences de la culture, l'éducation, la linguistique et la grammaire, donc, nous pouvons proposer, c'est qu'au lieu de modifier les corps, nous pouvons, c'est déjà le cas, c'est ce que fait naturellement la population, modifier les mots pour modifier la pensée et empêcher les mutilations, les procédures chirurgicales extrêmement lourdes et traumatisantes. Et nous pouvons répondre à cette demande sociale par l'éducation, par la linguistique, par la recherche. Tout ça est en cours et ce sont des perspectives d'avenir. Merci. Dernière question. Il y a une femme derrière qui a dit que c'était un choix parce qu'on était adulte. Moi, je dis que c'est une évidence. Voilà. Ça a été comme ça. Voilà. Je n'ai pas choisi d'être homme ou femme, mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Puis, il n'y a pas de choix. Ça, déjà, il faudrait travailler là-dessus, sur cette idée-là. Et juste un truc très vite. Avant de demander à la société de nous accepter, je pense qu'il faudrait déjà voir ça par le haut. C'est-à-dire, par exemple, un exemple, avant mes prises d'hormones, parce qu'elles rendent stérile, j'ai voulu faire une conservation de spermatozoïdes. Et donc, ça m'a été interdit en France, à Strasbourg, et j'ai dû me tourner vers la Belgique. Voilà. Et voilà, il faudrait avancer déjà là-dessus, sur des points comme ça, quoi. Mais c'est des choses qui ont déjà été discutées dans la semaine. Et je voudrais remercier infiniment les membres de la table ronde de nous avoir apporté leur expérience avec courage, clarté. Et je redis encore que c'est un véritable effort de communication. Avant cette table ronde, nous avons été menacés sur les réseaux sociaux du fait de l'affaire. Et donc, plein de gens nous ont annoncé que les débats seraient dérangés. Ils ne l'ont pas été. C'est une chance pour la démocratie. Merci à vous.